Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Médoc et de Seb et nous allons parler de Star Wars The Old Republic. Bienvenue dans Extra Life. Une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu de MMO. C'est vrai que sur l'antenne live, c'est pas toujours évident puisque ça nécessite un énorme investissement de temps. Donc clairement, on n'a pas toujours les moyens techniques et humains de pouvoir traiter comme il le faudrait des MMO. Mais Star Wars The Old Republic, c'est un petit peu quand même potentiellement le successeur de World of Warcraft. C'est un des événements de l'année 2011. C'est un titre extrêmement attendu. C'est un univers on ne peut plus culte. Et clairement, a priori, pour une fois, donc le jeu est à la hauteur des espérances. Et on a justement avec nous un grand spécialiste du jeu qui a beaucoup joué, c'est Seb. Et Quoi? Non, ce sont des allégations honteuses. Qui a passé un petit peu ses vacances et joué un petit peu peut-être. Bon, c'est pas faux. Bon. Non, ouais, je teste un peu les jeux vidéo. Des fois, ça m'intéresse ces trucs-là. C'est bien. Alors, il se trouve que Star Wars, là, ils ont fait un truc, en effet. Il y a déjà eu un MMO Star Wars, déjà, faut le savoir. Galaxies. Star Wars Galaxies, qui a été réalisé, si je ne m'abuse, par une bonne partie de l'équipe qui avait bossé sur Ultima Online, qui était une grosse claque en son temps. Et Star Wars Galaxies n'a pas marché. Il est mort aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas marché? Parce que moi, je le suivais à l'époque, sur le papier, il avait l'air super sexy. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je peux pas te dire avec certitude, mais Star Wars Galaxies, c'était un jeu qui te donnait une extrême liberté dans ce que tu faisais, et qui donnait vraiment beaucoup le pouvoir aux joueurs, le pouvoir de faire plein de choses, et aussi le pouvoir de s'amuser ou pas. Star Wars, là, le nouveau, c'est dans la lignée des RPG de BioWare, et là, au contraire, il y a un gros scénar. Star Wars Galaxies, tout dépendait de ce que tu avais envie de faire, en fait. Tu avais envie de t'amuser, tu pouvais t'amuser, mais en fait c'était un MMO, bon, avec des mécanismes un petit peu lourds. Tu avais 3 barres différentes, tu allais combattre des monstres dans la campagne. Et puis bon, tu pouvais te recevoir des blessures et tu dépendais d'autres joueurs après pour te soigner. Ton maximum de barres diminuait, en fait. Tu vois. Donc alors après, il fallait aller voir un joueur docteur pour remonter une barre, un joueur danseur pour te rafraîchir l'esprit, tu vois, ou une joueuse, éventuellement. Donc il y a des gens, en fait, tu pouvais leveler en faisant en dansant, en créant des items, en vivant ta petite vie. Les joueurs pouvaient construire leur propre ville, donc un gros potentiel, un petit peu comme Ultima Online aussi, de création de communauté. Mais voilà, ça intéressait pas forcément tout le monde. À côté de ça, tu avais d'autres jeux. Alors je me souviens pas exactement ce qu'il y avait en face à l'époque, mais EverQuest, non? C'était pas cette époque-là? EverQuest 2 peut-être. Même EverQuest 2, bon, j'ai connu le 1 moi, mais ce qu'il y a, c'est que effectivement le premier jeu qui a vraiment démocratisé le MMO à très grande échelle encore aujourd'hui, c'est World of Warcraft. Et World of Warcraft, c'était quand même le premier jeu à se baser principalement sur les quêtes, donc sur l'histoire. Voilà, donc World of Warcraft a eu un énorme succès, et il a dépassé les 10 millions d'abonnés dans le monde. 10 millions, c'est quand même pas mal de gens. Et là, depuis cette année, World of Warcraft est en déclin. Voilà, il a atteint un espèce de sommet. Alors, il y a pas mal de joueurs qui se souviennent avec affection de l'extension Wrath of the Lich King, qui était un espèce de pinacle d'histoire, de design, de boss, enfin de trucs. Et la nouvelle extension, Cataclysme, n'a pas réussi à vraiment séduire les gens. Et c'est vrai que depuis cette année, on a un certain exode de beaucoup de joueurs qui se sont lassés, qui ont dit bon stop, voilà, on est allé très très loin dans les combats, dans l'histoire, dans l'organisation, mais il y a peut-être autre chose à faire dans la vie. Et là, voilà, arrive Star Wars The Old Republic. Ils avaient commencé à bouquiner et paf, un nouveau MMO quoi. Alors ça s'est pas fait comme ça, parce qu'un MMO c'est des années et des années de travail, des énormes investissements en fait de développement. Autant il y a des gens qui peuvent faire des jeux dans leur garage, des jeux indépendants avec des concepts simples qui peuvent cartonner, faire un tabac. Autant un MMO ça se fait pas comme ça. Déjà c'est très compliqué au niveau architecture de développement, il faut des serveurs, plein d'outils très très complexes pour pouvoir gérer ce genre de jeu. Autant il faut beaucoup de contenu. World of Warcraft, je crois qu'ils avaient mis déjà à l'époque
2 ans et demi pour faire la première version, et c'était un très gros investissement pour Blizzard, mais bon, ils avaient un peu de quoi faire. Maintenant Blizzard, leur maison mère, c'est Activision. Alors quel est, Thierry, l'autre éditeur très gros au niveau mondial qui tire un peu la bourre à Activision? Oh, il y en a plusieurs, il y a Electronic Arts, mais il y a aussi Ubisoft, mais surtout Electronic Arts. Ouais, voilà, c'est Electronic Arts. Electronic Arts voyait donc le succès de son rival dans le domaine du MMO. Blizzard est monté quand même à plus de 3500 employés avec le succès de World of Warcraft, avec beaucoup de gens pour gérer effectivement les relations clients, la communauté. Et puis EA était un petit peu dans son coin, était un petit peu triste. Et ils ont intégré à un moment l'équipe de Mythic. Mythic, c'était le développeur de Dark Age of Camelot. Sur lequel j'ai passé des années, j'ai perdu des années. T'as joué Ah ouais, DAOC, j'étais Hibernia, j'étais à Riche, j'étais en place. Okay. Ben voilà, The Old Republic, Mehdi, c'est Mythic. Ah mais... En un sens, voilà. Mais c'est pas que Mythic, c'est aussi BioWare. Donc BioWare, c'est aussi des gens, tu connais un petit peu les RPG. Oui, j'en ai entendu parler. Ouais, c'est des mecs. Ils ont fait un truc qui s'appelle Mass quelque chose, non? Ils ont fait un truc qui s'appelle Mass quelque chose. Ils ont fait un autre truc qui s'appelle Dragon Age 2. Mais oui, non, BioWare, oui, BioWare. C'est du solide. Donc BioWare, il se trouve que alors Star Wars Galaxy n'avait pas marché. Mais il y avait quand même un certain potentiel à la licence Star Wars. Il y a beaucoup de gens qui sont allés vers Star Wars Galaxies avec des espoirs, enfin des lumières là dans les yeux en se disant ça va être trop bien. Mais c'était un jeu un peu difficile à vivre aussi. Tu pouvais pas jouer un Jedi au début dans ce jeu-là. Pour un jeu Star Wars, c'est dommage. Oui, il y avait un truc, il y avait une part d'aléatoire, une succession de trucs. En fait, t'avais une énorme quête qui demandait de maîtriser énormément d'aspects du jeu pour enfin avoir la possibilité de faire un Jedi. Alors beaucoup de monde y arrivait sur la fin, mais c'était quand même un gros casse-tête. Donc en fait BioWare, ils ont fait Knights of the Old Republic. Vous connaissez ce jeu d'aventure? Oui. Bon, alors c'est un jeu qui prenait place dans l'univers Star Wars 4000 ans avant. Alors déjà Star Wars ça se passe avant, long time ago. Ouais. Mais là 4000 ans avant, donc c'est pratique parce que bon, on n'empiète pas trop sur les films, on peut donner aux joueurs la sensation d'être un héros. Et puis tout en gardant bien sûr toutes les spécificités Star Wars dont l'univers n'évolue pas beaucoup, on peut 4000 ans avant, c'est l'époque de l'ancienne République effectivement, c'est l'époque de beaucoup de bouleversements. Et Knights of the Old Republic, moi j'ai vraiment énormément aimé parce que t'avais un espèce d'énorme twist dans le jeu qui te tourne au boulet la tête, quoi, tellement c'était trop fort. Et le jeu était très bien. Il y a une suite qui n'était pas faite par BioWare même, mais par Obsidian, qui était très intéressante, mais qui a été vraiment rushée vers le marché. Ça arrive souvent avec les RPG, et ça c'est dommage, parce que le 2 donc est un peu inachevé. Mais il était aussi très intéressant. Et donc voilà, il y avait un setting pas mal. Il y avait BioWare derrière qui sait faire du scénar. Il y avait Mythic qui sait faire du MMO. Et ils se sont mis à faire Star Wars The Old Republic. Donc, ici, ils ne sont pas allés à moitié. Les MMO, ça rapporte très gros aux sociétés. Quand on a 10 millions d'abonnés qui payent chaque mois, même s'il y en a qui sont en Asie, qui payent moins cher parce que le niveau de vie n'est pas le même, c'est quand même des revenus très très importants. Et donc Electronic Arts a investi grandement dans la création de ce jeu. C'est son truc. Je crois que c'est le jeu qui a coûté le plus cher au monde en développement. Je crois qu'on a dépassé les 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Enfin, c'est hollywoodien. Enfin, c'est pas français, c'est hollywoodien. Bon, et ça a mis aussi un certain temps à arriver. Il y avait beaucoup de critiques qui montaient dans l'esprit des joueurs. Est-ce que ça va correspondre à nos attentes? Eh ben, le résultat est pas mal. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, ils ont prévu un jeu qui reprend les bonnes parties de Knights of the Old Republic, le jeu solo d'aventure, dans le sens où le joueur n'est pas largué tout seul dans son environnement, il a la possibilité d'avoir un, voire des compagnons fidèles qui l'accompagnent, qui évoluent en même temps. On peut faire des quêtes avec ses compagnons, comme dans les Dragon Age et tout ça, faire évoluer l'histoire là-dessus.
Et bah ça marche. Et en plus il y a une dimension à l'histoire qui fait que dans World of Warcraft par exemple, le joueur prend parti à une histoire épique qui implique beaucoup de personnages non joueurs qui font partie du scénario. Dans Star Wars The Old Republic, ils ont fait un très bon travail sur le fait que le badass, le héros, bah, c'est toi en fait. Et c'est un peu gratuit, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Après, bon, c'est un jeu qui est là encore récent. Je sais pas si les gens se rappellent de World of Warcraft à ses débuts. Ça a mis des mois à devenir non horrible en fait. Au début, les gens savent pas forcément ce qu'ils font en créant un MMO. C'est une science inexacte encore le MMO. Et là, The Old Republic, ben il arrive assez mature sur le marché. Même s'il y a pas mal de défauts. En tout cas, ce qu'on voit là sur les premières semaines, c'est qu'ils sont sur le coup derrière. Il y a des patchs réguliers qui sont mis en place, un bon système de communication entre les communautés de joueurs et les équipes de développement. Les bugs sont pris en compte, les bugs sont corrigés. On n'en est pas encore au point où on réclame du contenu à faire et tout ça, mais c'est pas mal. Toi, t'as joué combien de temps exactement? Ah, il faut pas regarder ce genre de choses terribles dans les MMO. On pose pas ce genre de questions. Bon, okay. Tu vois, là, c'est vrai. Ton perso, il niveau combien? Juste la trentaine, bon, okay. Acte 2, tu vois. Bon. Parce qu'il y a des actes dans l'histoire. Ouais. C'est intéressant, tu vois. Dans les MMO, traditionnellement, tu participes à une histoire, mais tu vis pas une histoire solo. Là, on te le propose vraiment. Et je lisais dernièrement dans un comic strip online qui s'appelle Penny Arcade, les gens y jouent aussi, et ils se faisaient la réflexion, quand j'arrive devant une salle où je vois des méchants qui sont très difficiles, j'ai le réflexe de sauvegarder. Je peux pas, c'est un MMO. Ça m'est arrivé aussi, juste avant que je lise ça, mais c'est fou, quoi. J'arrive, je me dis, j'ai sauvegardé. Donc tu vois, tu peux jouer à ça de manière totalement solo. Et BioWare disait, on a mis tellement de contenu dans le jeu que c'est comme Knights of the Old Republic, donc le raccourci c'est KOTOR, donc on a fait KOTOR 1 et 2 en jeu solo, bah là c'est comme si on vous livrait d'un coup KOTOR 3 et 8. Parce que t'as différentes classes, alors évidemment là t'as les Jedi un peu les sages, un peu sorciers, t'as aussi les Han Solo, t'as aussi les troopers de la République, et chacun a sa propre histoire. Et évidemment, t'as côté Jedi et côté Empire. Enfin, côté République et côté Empire, plus précisément. Chacun a sa propre histoire. Et si t'aimes un peu les KOTOR, t'as envie de faire toutes les classes. Ça peut demander un certain investissement temporel de la part de... un processus de perte de vie, enfin je veux dire, ça n'aurait pas de sens. Mais alors sachez qu'il y a une guilde des spectateurs de No Life qui est actuellement assez active, donc vous pouvez trouver les renseignements sur le forum. D'accord. Qui essaye de mettre en place, pas que sur ce jeu, bien sûr, il y a la communauté No Life Gaming, les gars, là on les connaît, ils sont très actifs aussi. Si vous avez envie de vous mettre dans le jeu que vous connaissez personne, allez-y, c'est sympa. D'accord, mais alors justement, on a bien compris que donc l'aspect solo dans The Old Republic, il était présent, il était massif. Visiblement, ils ont fait ça bien, mais ça reste un MMO. Et est-ce que tu peux partager avec nous des anecdotes? Enfin, t'as groupé? Est-ce que t'as groupé? t'as fait des avec des gens bizarres. Est-ce que tu discutes? Et est-ce que t'es roleplay quand tu discutes? Comment ça se passe? Parle-nous de l'aspect MMO. Ça dépend des serveurs. Dans les MMO, depuis quelques jeux un peu marquants, t'as certains serveurs qui sont réservés aux gens qui aiment bien faire du roleplay vraiment, jouer leur personnage tout à fait sérieusement, et d'autres où les Kevin, s'appellent Boba Fett avec 8T, quoi. Des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai. J'ai pas rencontré beaucoup de roleplay pour le moment, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de WoW directement, qui ont envie d'un MMO et qui traitent le jeu vraiment comme un jeu comme ça. Et je suis pas sur un serveur de roleplay non plus. Ce qui est intéressant là au niveau des groupes, déjà, il y a ce qu'on appelle des instances, des flashpoints en anglais là dans le jeu, c'est les donjons. De mon temps, quand tu jouais à un MMO, t'avais un monde unique, et quand t'allais dans le donjon, peut-être qu'il y avait déjà des gens dedans en train de tuer les monstres. Alors, tu devais attendre, te mettre sur une file d'attente. C'était un peu nul.
Et puis à un moment, c'était tellement nul que les développeurs ont dit, bon, on va créer différentes versions de ce donjon pour que tout le monde puisse avoir son propre donjon. Donc c'était instancié, d'où instance. C'est aussi le cas dans The Old Republic. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les dialogues du jeu, quand on participe en groupe à une quête, on va avoir des choix à faire. Par exemple, est-ce qu'on va sauver les gens du camp adverse d'une mort certaine, ou est-ce qu'on va au contraire précipiter leur mort, voilà, alors qu'on est dans une station spatiale. Alors vous l'aurez compris, il y a des choix qui vous emmènent vers le côté clair et d'autres vers le côté obscur. On est dans Star Wars. Quand tu es en groupe, ça fonctionne comment? Il y a un système de vote? Il y a un système de vote, effectivement, pour savoir qui va répondre. Alors, t'inquiète pas, Thierry, en fait, si tu choisis d'être côté clair, tu vas avoir les conséquences pour ton personnage du côté clair. Tu vas gagner des points côté clair. Mais, dans une instance, tu vas avoir des choix à faire qui vont déterminer... c'est scénarisé, en fait. C'est pas juste on va au bout du donjon pour tuer le boss. Tu peux avoir des choix à faire qui vont changer le déroulement de l'instance. Je pense bien sûr à la toute première qui a marqué déjà pas mal de joueurs dans le jeu, où tu peux dire, bon bah voilà, envoyez des renforts pour vous occuper des gens qui prennent d'assaut le vaisseau, ou alors non, attendez, j'y vais. Des choses comme ça. Et ce qui change un petit peu le déroulement. On a aussi la bonne surprise de constater que les métiers, dans tous les MMO, il y a des métiers, tu peux faire des armes, armures, des steampacks, là en l'occurrence. Les métiers peuvent te servir dans une instance. Par exemple, le gars qui sait réparer des droïdes ou créer des trucs de manière générale, tu te balades, il y a un droïde cassé, attendez les gars, je le répare, il va nous aider. Le pirate informatique, attendez un ascenseur, je vais le pirater, il va nous permettre d'accéder au truc un petit peu plus rapidement, on n'a pas à faire le détour. Il peut arriver, il dit, attendez les mecs, je craque le code, je m'occupe de craquer le code, il peut dire... J'ai envie de jouer à ce jeu. En fait, tu cliques, mais ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. C'est juste que tu prends un petit raccourci. Mais ça fait plaisir, tu vois. Ouais, bien ça sûr. fait plaisir. Mais alors, du coup, ok. Et PVP, t'as fait un peu de... Il y a du PVP, il y a plusieurs, on appelle ça des zones de bataille. Il y en a aussi bien contrôler des tourelles qui vont tirer sur des vaisseaux. C'est le premier vaisseau qui tombe, donc qui détermine le camp gagnant. T'as aussi le Hutball, qui est donc un jeu dans lequel il faut marquer des buts en faisant des passes avec une balle et aussi en tuant le mec qui porte la balle. C'est contre Capture the Flag. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, le jeu est encore très jeune, hein, tout ce qui est équilibrage, haut level, PVP. Faut pas s'attendre non plus à des miracles là-dessus, mais ça reste quand même assez plaisant à jouer. Alors il y a un truc aussi qui m'a très surpris la première fois que j'ai appris, c'est que il y a dans le monde du jeu, les développeurs ont caché des datacrons. Alors là, ceux qui connaissent le jeu sont en train de dire bah oui, les datacrons. Donc c'est des cubes de données un petit peu spéciaux en fait, qui vont donner des petits bonus à ton personnage, des bonus faibles mais permanents. Donc tu vas gagner un peu en force ou en volonté, des trucs comme ça. Et ils sont accessibles comme tu veux, simplement ils sont bien cachés sur les planètes. Okay. C'est la première fois que je vois ça dans un MMO où en fait tu vois, il y en a un sur cette planète, je sais pas où il est, j'ai cherché partout, mais si, pourtant ils ont une petite colonne de lumière, tu les vois de loin, mais en fait, tu vas avoir un petit côté plateforme, découverte, aventure, parce que le truc il va être caché dans la salle derrière le boss, faut monter sur le machin et se laisser tomber sur la poutrelle pour aller chercher le truc, et enfin avoir le petit truc comme ça. Mais ça, tu l'as que... T'es pas du tout obligé de faire ça, mais t'as ce petit côté... exploration. Oui, mais ce petit kiff, tu l'as les premières semaines. Je veux dire, au bout d'un certain moment, tu sais que sur Internet, les mecs t'auront fait une carte, t'auront répertorié tous les endroits. Attends, tu veux dire que tu vas sur Internet, t'affrontes pas les jeux comme... Mais... tu vas sur Gamepack pour les autres. Pour les faibles. Pour les faibles qui vont sur Internet, ce sera facile pour eux de... Moi j'ai une autre question. Tu te balades à pied, ok, t'as un petit côté plateforme. Est-ce que tu peux avoir ton vaisseau? Oui. Est-ce que tu construis ton vaisseau? Non, oui et non. En gros, déjà, évidemment, t'as un concept où au début du jeu, bon, tu te balades à pied sur ta première planète, les zones sont assez proches, enfin les objectifs de quête sont assez proches, donc voilà, tu te trimbales, t'y vas. Puis ensuite, tu arrives sur une planète un peu plus grande, les trajets à faire sont plus longs, mais bon, pile poil à ce moment-là, ça tombe bien, je viens d'apprendre le sprint, et puis après, tu commences à savoir piloter des petits speeders pour te déplacer. C'est cool. Mais aussi dans l'aventure, tu récoltes obligatoirement entre niveau 15-20 ton propre vaisseau. Et tu vas avoir donc du coup après à ce moment-là, tu peux déplacer de planète en planète librement.
Et tu peux aussi aller faire des missions dans l'espace. Donc c'est des missions qui sont sur rail. Je sais pas si vous vous rappelez du premier jeu PC CD-ROM un peu marquant sur Star Wars. Rebel Assault. Ouais. Exactement, Ouais. bien. Qui était un jeu donc sur rail, c'est-à-dire une cinématique sur laquelle on se balade et on tire. Là, c'est un peu la même chose, mais c'est assez fun, j'ai envie de dire. Pour le moment, ça m'a pas encore gavé, mais en gros, c'est des quêtes journalières qu'on peut refaire, qui rapportent de l'expérience, de l'argent, des objets, avec des objectifs. Donc, il faut se balader dans un champ d'astéroïdes, ou alors aller abattre une station orbitale. On prend part à des grosses guerres avec son vaisseau, le même quand tu dis pour se déplacer, dans lequel on peut aussi se déplacer, aller voir ses compagnons. Et puis, c'est vrai que le vaisseau, on peut le booster en augmentant l'armement. Est-ce qu'on peut faire des attaques groupées avec d'autres joueurs, chacun son vaisseau? Non. C'est des missions sur rail qui durent un temps donné, dans lequel tu as des objectifs à remplir, qui consistent à détruire telle ou telle navette ou station ou objectif partie station. Alors, mais attention, hein, t'as quand même l'environnement qui est 3D, tu peux te prendre un météorite, et perdre une grosse partie de vie de ton vaisseau. D'accord. Ouais, quand j'étais parti interviewer des développeurs de Zero Republic, on avait discuté justement de cette partie vaisseau, combats spatiaux, tout ça. Et les mecs font plus qu'envisager. En fait, il me semble qu'ils bossent concrètement dessus sur à terme du PVP dans l'espace. Il y a un gros potentiel. Là, c'est qui dit Star Wars dit effectivement plein de parties espace, mais dans un MMO, on savait que ça serait difficile. Star Wars Galaxies, il y avait eu une extension espace, mais elle a mis énormément de temps à arriver. Là, le jeu arrive avec ce mini-game, en fait, en plus, qui est, ma foi, assez joli. C'est un premier pas. Après, on peut imaginer plein de choses pour la suite. C'est à voir. Ok. C'est à voir. D'accord. On t'a envie d'y jouer ou pas? Donc ouais, alors dernière question. Oui. Non mais c'est ça, c'est la dernière question. Est-ce que tu nous conseilles, à qui est-ce que tu conseilles de jouer, à qui est-ce que tu conseilles pas de jouer parce que c'est dangereux? Parce que là je suis chaud. Simplement j'ai pas de bécane, abonnez-vous. J'ai pas de bécane pour faire tourner ça. Mais ouais, j'ai envie d'y jouer. Alors je vais pas être très négatif sur le jeu parce que tout à fait franchement, il est bien. Il a des défauts de jeunesse, mais il en a pas tant que ça comparé à beaucoup de jeux qui sont arrivés avant lui. Faut voir que c'est un jeu très solo dans le sens où toutes les quêtes sont parlées en fait. Tous les personnages vous parlent à la voix. En fait, il y a de la mise en scène. Ça change beaucoup de choses parce que on est beaucoup plus impliqué. C'est toujours les mêmes quêtes du genre on va tuer 12 ours mutants là-bas dans la forêt, mais présenté un petit peu autrement. Ça marque. Et le jeu est assez plaisant. Il faut quand même réaliser que c'est un MMO. On va enchaîner des quêtes. On va pas grinder. À l'époque, avant les jeux à quêtes comme World of Warcraft, pour gagner des levels, il n'y avait pas le choix. Il fallait passer beaucoup de temps dans les donjons ou dans la partie de la forêt où les bons monstres repopaient. Allez, on y va. J'ai passé 4 heures, j'ai pris un demi-niveau, c'est cool. Là, on fait des quêtes pour avancer. Bon, c'est beaucoup plus plaisant. Si vous avez aimé Knights of the Old Republic, c'est clair que vous devez jouer là à The Old Republic tout court, parce que c'est le même style de jeu. Vous pouvez même choisir d'y jouer complètement en solo, de couper le chat du serveur. Il n'y aura pas forcément beaucoup de différence. Vous allez retrouver ce que vous aimez. Et en plus, comme c'est le même univers que Knights of the Old Republic, mais quelques centaines d'années après, je crois 300 ans après, donc 3700 ans avant les films, pour ceux qui suivent, il y a des liens autour de personnages célèbres. Je veux pas spoiler, mais il y a des gros liens qui font bien plaisir. Ensuite, si vous aimez les MMO, là je pense que les joueurs de World of Warcraft sont pas tous encore dans une phase de migration intense, mais The Old Republic a l'air bien parti. Ils ont déjà plus d'1 million de joueurs. Ils sont à mon avis très bien placés pour faire quelque chose, surtout que World of Warcraft n'a pas prévu pour un futur proche de trucs révolutionnaires. Là, si l'équipe de BioWare est bien comme il faut, et ils connaissent les enjeux, je pense qu'ils le sont. S'ils sont bien prêts à se donner à fond pour faire évoluer le jeu dans le bon sens, ça devrait prendre le pas, à mon avis, tout simplement. Bien.
Bah écoute, moi ça m'a donné un petit peu envie d'y jouer, mais clairement je prendrai pas le temps d'y jouer. Je vais finir d'autres jeux en attendant, des jeux solo. Mais visiblement ça vaut vraiment le coup. Toi tu vas t'y mettre ou pas? Dès que j'ai une bécane. D'accord. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a donné envie d'en apprendre un peu plus sur le jeu. N'hésitez pas à regarder la critique, ou la critique présentation qui est là visible en ce moment sur No Life Online. Et puis on se retrouve très prochainement pour de prochains Extra Life. Ciao!